Caroline, tu peux me dire combien tu as d'enfants et combien sont nés à la maison? J'ai 8 enfants et il y en a 4 qui sont nés à la maison. C'est les 4 derniers ou... Les 4 derniers, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a motivé la première fois à accoucher à la maison? À dire vrai, j'ai su que c'était possible après la naissance de la troisième. J'ai essayé de l'envisager pour le quatrième, mais mon mari n'était pas prêt, d'une part. D'autre part, la sage-femme que j'avais appelée en premier était en vacances pour mon terme. Ça s'est terminé par un suivi global avec un accouchement en plateau technique. Ça s'est très mal passé d'ailleurs, parce qu'au début c'était ce sera comme à la maison, et au fur et à mesure des rendez-vous, j'apprenais qu'il y avait plein de choses protocolaires obligatoires que j'y couperais pas. Donc ça s'est terminé en déclenchement. Et ensuite, après la naissance du quatrième, mon mari m'a dit que de toute façon c'était la naissance en elle-même qui éventuellement lui faisait un peu peur, mais que ce soit à l'hôpital ou à la maison, c'était pareil pour lui. Donc il n'était pas question que je m'arrête là. Donc pour le cinquième, c'était bien évidemment à la maison. Et le fond de ta motivation, c'est quoi? C'est de enfin pouvoir, je dirais à la fois d'avoir un suivi beaucoup plus poussé, parce que franchement, les rendez-vous de 10 minutes avec le gynécologue où il prend juste la tension, la hauteur utérine et le toucher vaginal, ça n'a aucun intérêt. J'ai ensuite fait des vraies consultations sage-femme en plus, c'est assez spécial, parce que moi, ma sage-femme est à 1h30 de chez moi, donc je suis allée la voir maximum 2 fois par grossesse. Grand maximum. C'était plutôt un suivi par mail. Quand j'avais un souci, je lui en parlais et elle répondait à ma demande, généralement par une autre question d'ailleurs, que je devais résoudre moi-même. Le vrai fond de ta motivation, c'était de pouvoir vivre. Qu'est-ce que tu cherchais dans la naissance que tu ne trouvais pas ou que tu n'avais pas trouvé à l'hôpital? Voilà, alors en fait pour le premier, j'y suis allée tranquille. J'étais persuadée que effectivement qu'on allait à la maternité pour que le personnel nous aide, nous accompagne et que tout allait très bien se passer, qu'il n'y avait pas de raison. Ma mère avait eu 5 enfants, dont une césarienne, mais ça c'est autre chose. Et j'y suis allée très tranquille. D'ailleurs, ça ne s'invente pas. La sage-femme qui m'a accueillie le premier jour, pour le premier bébé, s'appelait M fait peur. C'était écrit sur sa blouse. J'étais morte de rire. J'étais très zen, sauf qu'ils m'ont tout de suite mise à plat dos, les pieds dans les étriers, la perf, le monitoring, tout serré. Et ils m'ont laissé en me disant « Ne bougez pas, sinon on perd le cœur du bébé ». À 23 ans, en plein accouchement, qu'est-ce qu'on traduit? Que c'est à peine si on a le droit de respirer, que sinon le bébé il meurt pendant l'accouchement. Donc j'ai pas bougé. 4 heures plus tard, un demi-centimètre gagné, accompagnement de la sage-femme entre-temps, c'était « Mais à ce rythme-là, ma petite dame, vous en avez pour 48 heures, vous êtes sûre, vous voulez pas la péridurale ?» Ah si, il y en a pour 48 heures, là, je la veux, c'est sûr. Les 4 premières heures de travail là-bas ont été affreuses. Je n'imaginais même pas après qu'on puisse accoucher sans péridurale. C'était pas envisageable. Bon, ça s'est quand même très bien passé dans le sens où il était 4h30 du matin quand le petit a commencé à descendre. Autre petit truc qui m'a fait réagir, c'est la sage-femme à 4h30 fait « On fait une épisiotomie ou on essaye sans ?» Joker, on essaye sans. Et ça s'est passé très bien sans. Mais très clairement, c'était, elle avait l'habitude, on fait une épisiotomie parce que c'est comme ça. Pour un premier, on fait une épisiotomie. J'ai jamais eu d'épisiotomie. J'ai eu 8 bébés en France. Oh. C'est rare, pareil. Bon, donc ça c'était le premier. Mais le premier, j'ai pas accouché parce que la péridurale, je me suis retrouvée paraplégique. Je les soupçonne d'avoir fait une rachianesthésie plutôt. Je pouvais plus bouger le moindre orteil, je sentais plus rien. Pour la deuxième, donc il était clair que je ne pouvais pas accoucher sans péridurale, mais j'en ai discuté avec l'anesthésiste qui m'avait dit que je devais être très réceptive et que donc il me ferait une demi-dose et en PCEA. C'est-à-dire que c'est moi qui appuyais sur le bouton pour gérer la dose. Donc arrivé à 3 cm comme pour le premier, j'ai demandé la péridurale tout de suite, ils me l'ont mise. Mon mari avait prévu le coup cette fois, il avait pris un fauteuil de plage parce que le tabouret d'hôpital, c'est pas très confort pour la nuit. Et puis moi je me suis débrouillée pour diminuer la dose, diminuer. Il paraît qu'au moment de l'expulsion, j'aurais crié que si j'avais su, j'en aurais laissé plus. J'en ai aucun souvenir, c'est mon mari qui me l'a dit.
Ça s'est passé très bien, je les ai appelées au dernier moment. Elles avaient l'intention de raser, elles n'ont pas eu le temps de raser. Elles avaient l'intention de faire une épisio, elles n'ont pas eu le temps de faire une épisio. Elles avaient aussi l'intention de me mettre le miroir pour que je vois la sortie, ils n'ont rien eu le temps de faire. Elles ont eu juste le temps d'arriver pour me mettre les mains. Donc ça m'a un peu rassurée effectivement sur finalement on peut accoucher. Et le troisième, très très zen, je perds les os à 6h du matin, mais sans contraction aucune. Donc on se recouche. Enfin non, je me recouche, mon mari part sur internet chercher un prénom de garçon parce qu'on n'avait que le prénom pour la fille. Et vers 8h, 8h30, les deux autres se réveillent, on les confie à mes parents, puis on y va. J'arrive à 9h, il y avait 3 femmes dans la salle d'attente qui attendaient pour un déclenchement. Et une petite sage-femme, je pense étudiante, qui vient me voir et fait oui, c'est pourquoi. Bon, j'ai évité de lui répondre à steak frites. Je lui ai dit, je pense que c'est pour aujourd'hui. Puis elle me regarde, elle fait, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je lui dis, bah, j'ai perdu les os il y a 3 heures. C'est votre premier? Non, c'est le troisième. La sage-femme est devenue verte. Elle s'est mise à hurler que c'était pour une urgence, qu'il lui fallait absolument une salle tout de suite là maintenant. Bonjour. Oui. Donc pour la troisième, donc j'arrive très très tranquille. Et puis j'ai eu beau leur dire que j'étais très bien debout et que je gérais très bien les contractions. J'ai la particularité, je ne sais pas si ça arrive souvent, systématiquement quand je me mets en travail, c'est tout de suite aux 3 minutes. J'ai jamais connu le 30 minutes, 20 minutes, c'est directement 3 minutes ou c'est pas ça. Et donc au bout de 2 heures, j'étais à dilatation complète, mais comme la petite était 3 semaines en avance, elle n'était pas engagée, elle était très très haute, elle fait tête à gauche, tête à droite, tête à gauche, tête à droite, pendant 1 heure. Donc là, tout ce qu'ils ont trouvé à me proposer, c'était une rachianesthésie et des forceps sur un bébé pas engagé. J'ai beau pas être très versée dans l'obstétrique, il me semble que c'est pas très logique. Donc j'ai piqué une crise de nerfs, ils sont tous sortis, je me suis assise et elle est descendue. Très bien, toute seule, 3,8 kg, pas de problème. Donc après ces 3 expériences, je ne pouvais plus faire une confiance aveugle, c'était pas possible. Donc il y a eu le 4e en accompagnement global, mais qui s'est mal terminé parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde avec la sage-femme. Et puis je crois qu'elle était ravie de pouvoir déclencher ces 2 naissances de juillet en même temps. Elle a eu les 2 le même jour sur le plateau technique. Très pratique. Et pendant cette grossesse, j'ai rencontré Françoise. Et malgré que j'étais sur le point de partir très loin, elle était d'accord. Donc le numéro 5, elle aurait préféré, Françoise, que j'ai un terme pour le mois d'août, qui est moins de monde sur la route. Bon, raté, ça a été pour fin octobre. Et numéro 5, je m'étais même dit pendant la grossesse qu'éventuellement je ne l'appellerais pas. J'avais besoin de me prouver quelque chose, peut-être, je ne sais pas. J'ai perdu les os pendant la nuit, puis plus rien. Donc une nuit où je dormais pas parce que dans l'excitation de l'attente, aucune contraction. On était en plein travaux, on avait fini un mur en colombage intérieur la veille. Et puis comme il n'y avait toujours rien au matin, mon mari est allé faire les courses. Il m'a laissé le petit Raphaël qui avait 2 ans, pas grand chose, qui tétait toujours. Et j'étais à l'étage en train de faire le ménage, et puis à midi, le petit avait faim, mon mari n'était pas rentré. Je lui ai proposé de téter, il a tété 3/4 d'heure. Et c'est parti aux 3 minutes. À la première contraction, je savais que c'était la bonne, donc là j'ai appelé mon mari qui est revenu des courses. Le petit qui faisait plus la sieste depuis 10-15 jours est allé se coucher comme un ange. Il s'est réveillé que quand mes parents étaient arrivés. La chronologie est assez spéciale. Donc il m'a déclenché ça vers 12h45, 13h. Mon mari est arrivé à 13h30. Le petit m'avait apporté près de la baignoire tout ce qui pouvait me servir. Alors les bougies parfumées, la poubelle, mon livre, tout. C'était trop mignon. Et puis je suis allée dans le bain, et puis d'habitude il venait toujours avec moi dans le bain. Là je lui ai dit non, tu peux pas venir aujourd'hui, et pas de crise, rien. Donc mon mari rentre, il me sert une grande assiette de poisson haricots verts dans la baignoire. C'était bon. Bon, j'ai tout vomi 2 heures après, mais c'était bon.
Et puis j'ai passé 2 ou 3 heures dans la baignoire. On a appelé Françoise. Enfin, mon mari a appelé Françoise. Moi, je pouvais pas. Mais je lui ai quand même dit que s'il voulait qu'elle soit là, il pouvait l'appeler. Parce que je sais pas, je sentais quelque chose qui était... Il y avait quelque chose... J'étais pas tout à fait à l'aise. Pourtant, j'avais dit que je l'appellerais pas, mais je l'ai appelé, il y avait quelque chose. Et en fait, après une nuit blanche des travaux et un travail qui a duré tout l'après-midi, effectivement, heureusement qu'elle était là parce qu'elle l'a un peu aidé à sortir. J'étais fatiguée. J'étais complètement HS et lui était tout gris, tout amorphe. Je ne sais pas ce qu'il faudra laisser ou pas, ça. Bon, il respirait pas, mais il était encore alimenté par le cordon. Je pense qu'en hôpital, avec une section du cordon trop rapide, il aurait souffert, très clairement. Là, heureusement qu'il était encore oxygéné par le cordon, parce qu'il était vraiment pas bien du tout. Mais bon, il faisait 4,2 kg. Et j'avais eu du mal à prendre des positions correctes pour faire passer un gros bébé. Donc sur le côté, c'était moins pire qu'à plat dos, mais il a eu du mal à passer, il est resté coincé un certain temps. D'ailleurs, c'était la première grossesse où je n'ai eu aucun toucher vaginal du début de grossesse jusqu'à la fin de l'accouchement. Rien. Une vraie sage-femme n'en a pas besoin. Ouais. En France, c'est rare une femme qui peut dire ça. Voilà, mais une vraie sage-femme n'en a pas besoin. Il y a plein d'autres moyens de savoir où ça en est. Donc ça c'était 5e, ça s'est très bien passé. Puis ce qui est agréable aussi, c'est de pouvoir aller manger un gros plat cuisiné maison, juste après une bonne douche, 1h30, 2 heures après la naissance. Tout le monde essayait de me faire peur avec l'hémorragie du spectre le spectre de l'hémorragie de la délivrance, mais j'ai jamais aussi peu saigné que cette fois-là. 3 jours. Je me suis même, je pense, mise un peu trop vite à me réoccuper de toute la petite famille. Mais bon, c'est passé. Et là, c'est devenu une évidence qu'à part pathologie réelle, je ne pourrais pas retourner en maternité. C'était pas possible. Donc, quand la numéro 6 s'est annoncée, j'ai appelé Françoise. On a fait un suivi habituel par mail. Je crois que je suis venue... Si, je l'ai vue une fois avec autre chose, en même temps qu'autre chose, une fois où j'étais à Paris. Et puis Alice, elle était prévue pour le 18 juin. Et moi, je pensais accoucher début juin. Est arrivé le 15 juin, le 18 juin, le 20 juin, le 26 juin. Françoise venait tous les jours à la fin vérifier, ou un jour sur 2, un monito avec elle. On est allé faire une échographie de contrôle à l'hôpital pour vérifier où ça en était, donc à J+8. Et la gynécologue a bien été obligée de dire qu'effectivement tout allait très bien encore, qu'il y avait plein de liquide, du vernix, enfin, qu'elle n'avait pas l'air en post-mature, tout se passait très bien. Et puis j'accouchais toujours pas, donc on avait prévu un déclenchement à J+11 le dimanche matin. Bon, j'accouchais pas, je me suis prévu le samedi plein de choses. Mes parents sont venus le vendredi soir pour gérer la maisonnée, et puis on s'était dit que le samedi, entre la fête de l'école, un resto, un ciné, on allait laisser les enfants avec les grands-parents. Et Alice en a décidé autrement, elle est donc née à J+10. Elle m'a réveillée à 6h du matin, le temps que je réalise que c'était ça, il devait être déjà 6h20, 6h30. Le temps qu'on appelle Françoise, il était 7h10. Et elle est née à 8h, Françoise est arrivée à 8h30. 4,350 kg. Mais là, en pleine forme, physiquement, au petit matin, c'est très facile. Et à genoux, elle est passée sur un toboggan comme une lettre à la poste. Françoise est arrivée après, elle s'est fait un petit peu charrier par ma mère, mais bon, c'était rigolo. Donc là, tu t'es dit, je peux le faire toute seule. C'était très bien. Et effectivement, ça m'a montré qu'il n'y a pas besoin d'une sage-femme tant que ça se passe bien. Et un accouchement qui se passe en 2 heures, c'est un accouchement qui se passe très bien. Et je réussis à négocier un petit numéro 7 avec mon mari, qui était d'accord pour arrêter depuis le numéro 4. Je lui explique qu'il y a des voitures 9 places, 7 c'est le chiffre parfait, tout ça. Donc,
Non, il me demande juste de me dépêcher parce qu'il commence à se trouver un peu vieux. Il a 42 ans, moi 35. Bon, c'est pas encore catastrophique, il me semble. Et ben, je réussis à me dépêcher puisqu'au lieu d'un retour de couche à 15-16 mois, je l'ai eu à 11 mois. Et j'ai enchaîné directement. Donc j'ai tout de suite triché 10 jours sur la date de terme pour être tranquille à la fin. Première échographie, moi je savais être à 3 mois de grossesse. Pourquoi tricher si tu savais que tu allais te faire accompagner de toute façon par une... Bah parce que même pour elle, c'est stressant. Elle est obligée un petit peu de faire un suivi à l'hôpital. L'échographie, elle ne pouvait pas, elle, vérifier tout. Pour les précédents, tu avais accouché un peu post-terme aussi ou... Non, je fais 40, 39, 38, 41, 40. Bon, enfin, toujours est-il qu'à l'échographie de 3 mois, le gynécologue mesure un bébé, il me fait oui, oh, bah oui ça correspond au terme que vous m'avez donné. Il est quand même vachement haut votre bébé. Moi en rigolant, parce que de toute façon depuis le 3e on me l'a fait à chaque fois, oh, bah, tous mes collègues de travail me demandent combien il y en a. Et le gynécologue, pris d'une inspiration soudaine, prend sa sonde, fait un grand tour sur le ventre et me fait ah bah oui il y en a 2. Je le regarde, je fais c'est une blague? Non pas du tout. Il efface tout, il recommence, il mesure les 2 bébés, qui étaient pareils. Et il termine l'échographie. J'adore les gynécologues, ils trouvent toujours un petit truc bien rassurant. Il y a au moins 2 bébés, mais je vois qu'un seul placenta, c'est pas de mon ressort, je vous envoie à Poissy. Qui était le centre de référence pour les monozygotes jusqu'à il y a quelques années. C'est plus à Poissy maintenant, c'est à Necker, je crois. Donc, échographie en urgence à Poissy 4 jours après. 5 jours après, oui c'est ça, c'était un vendredi et je suis passée le mercredi suivant. Où là ils m'ont rassurée, ils m'ont dit que je pouvais me rapprocher de chez moi parce que de toute façon c'était plus eux le centre, donc c'était soit près de chez moi, soit par ici, s'il y avait un souci. Et c'était donc parti pour une grossesse avec une échographie tous les 15 jours. Moi qui aime bien qu'on me laisse tranquille, j'ai été servie. Avec un début de différence au début, puis qui s'est stabilisé, puis c'est revenu. Début janvier, donc à 7 mois de grossesse, ils avaient envie de m'hospitaliser parce que mon col avait bougé. Oui, enfin pour une 7e grossesse avec des jumeaux, que le col commence à bouger à 7 mois, ça ne m'a pas vraiment fait paniquer. Donc je suis sortie contre avis médical, j'ai appelé Françoise qui m'a quand même envoyé une ordonnance pour un produit béton pour si jamais j'avais des contractions. Je crois que j'ai pris 5 comprimés en 1 mois et demi, enfin 5 semaines, donc j'en ai pas abusé, dire que les effets secondaires sont toujours très sympathiques. Et donc moi je savais qu'à partir du 8 février, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste sur le plateau technique où on devait se retrouver avec Françoise et Francine pour la naissance des jumelles. Donc le 8, je vois le plateau technique, je vois l'anesthésiste. La seule chose qui intéressait l'anesthésiste, c'était que je sois au courant que c'était 300 € la péridurale, de dépassement. Bon, je lui ai signé son papier comme quoi j'étais au courant. Je monte voir Francine, j'ai dû attendre 2 ou 3 heures parce qu'elle m'a vue entre 2 rendez-vous. Bon, elle voulait absolument que je vienne dès le premier signe de travail. J'ai senti qu'elle avait, je sais pas, peut-être peur. Alors est-ce qu'elle avait peur de la naissance ou est-ce qu'elle avait peur de moi? Si Françoise lui avait un petit peu parlé de moi peut-être, je sais pas. Et pourquoi 2 sages-femmes? En Angleterre, on peut accoucher à domicile de jumeaux, mais il y aura 2 sages-femmes. En France, il y a 2 sages-femmes dans la pièce parce qu'il faut 3 personnes en fait. Il y aura 3 personnes sur la sellette, la mère et les 2 bébés. Donc il y a le père et 2 sages-femmes. Et pour le plateau technique avec les jumeaux, c'est le gynécologue et l'anesthésiste derrière la porte. Mais qui normalement restent derrière la porte en plateau technique. Théoriquement, on ne les voit pas. Et puis donc ça c'était le 8 février. On a passé la journée à Paris, à courir dans tous les sens. Le 9, j'ai une amie qui est venue à la maison, on a moulé le ventre avec des bandes de plâtre. Mes parents sont arrivés dans la foulée, à midi je crois, on avait fait ça le matin. Ils m'ont aidé à ranger ma chambre toute l'après-midi. Puis le soir, mon père me dit « Bon, ça y est, maintenant tu peux accoucher. » Je rigole. On va tous se coucher. Mon fils est né avec nous dans la chambre parce que le mercredi matin, c'est le seul à se lever. Et puis à 2 h du matin, ploc, une poche qui perce.
Bon, pas de contraction. Bon, je me retourne un peu dans mon lit. Je vais mettre un petit mot aux copines sur le forum. 4 heures, je vois mon mari qui bouge un peu. Alors je l'interpelle, je lui dis, elles seront du 10 février. Tu crois que tu peux te rendormir? Oui, oui, pas de problème. Et il s'est rendormi dans les 5 minutes. Ça fait papa très stressé. Hein. Et à 5 heures, il n'y avait toujours pas de contraction. Donc j'ai demandé à Alice, la précédente, qui avait 18-19 mois, de venir téter un peu. Elle ne s'est pas fait prier, hein, pas de problème. Donc elle a tété 10 minutes. Et puis là, j'ai senti que ça partait à peu près dans le même rythme que pour sa naissance à elle, qui avait duré 2 heures. Le plateau technique était à 1h30. Je fais quoi? Je vais dans ma salle de bain, je remplis ma bassine et je vais dans l'eau. Et je vois plus le temps passer. Et puis mon mari se réveillait donc pour le grand à 7h. Et ça a été pas mal parce qu'ils allaient descendre prendre leur petit déjeuner quand ils m'ont entendu chanter dans la salle de bain. Ils n'avaient absolument pas vu que j'étais levée, parce qu'il y a tellement de coussins quand on est enceinte de jumeaux. Il faut arriver à se caler de partout. Hein. J'ai 10 coussins dans mon lit maintenant. J'ai investi. Donc là, ils ont réalisé que j'étais dans la bassine et je leur ai dit que c'était pour dans pas longtemps. Parce que les contractions commençaient à 5h30 et ils sont arrivés dans la salle de bain à 7h15. Mon fils aîné est allé chercher l'appareil photo, il a pris 2-3 photos. Et puis je leur ai dit, la première arrive. Hop, elle est sortie. J'étais entre accroupie et à genoux, je sais plus trop. Et puis j'étais embêtée, le cordon était très court. Donc j'ai demandé à mon mari de se mettre en caleçon et de venir dans la piscine pour attraper la première pour que je puisse sortir la deuxième 10 minutes après. Elle s'était mise en tête juste après que la poche est percée, je pense. Parce que j'avais senti un grand chambardement dans le bassin, encore au lit. Cette coquine qui était restée en transverse pendant toute la grossesse s'est mise en tête. Oh zut alors. Et voilà, les 2 bébés de 2,7 kg. On a appelé Françoise après la naissance. Je ne sais même plus si c'était avant ou après la délivrance. Peut-être après aussi. Le souci, c'est qu'en France, dans la théorie, elles n'ont pas le droit d'accompagner des jumeaux à domicile. Je sais qu'elle serait venue si je l'avais appelée. Mais s'il y avait le moindre souci, elle n'avait aucun moyen de se défendre. Donc je ne voulais pas lui causer de problème, donc je l'ai appelée après. Mais je crois effectivement je l'ai appelée après la délivrance. Et elle est venue 2 heures après, quand elle a trouvé un petit peu de temps pour venir les peser, vérifier, puis tout allait très bien. Bon, ça m'a un peu changé des 4,2 kg, 4,3 kg. Hein. 2 fois 2,7 kg. L'idée d'accoucher toute seule, tu y avais pensé du coup pendant cette dernière grossesse, j'imagine, parce que les temps de trajet et la distance, tu les connaissais. Alors voilà, mais c'était la seule fois où j'avais accouché en 2 heures, c'était pour Alice. Et le travail avait été assez spécial, très particulier. Je ne m'attendais pas forcément à ça, tous les autres avaient plutôt mis au moins 6-7 heures. Non, on avait même prévu dans la théorie de préparer la 806, d'enlever tous les sièges du milieu, d'y mettre un matelas, puis de me faire une salle de naissance ambulante pour que je puisse être à l'aise jusqu'au plateau technique. Sauf que je voulais tenir encore au moins 10 jours. Et elles en ont décidé autrement. Donc la 806 n'était pas prête. Et j'ai eu effectivement trop peur de devoir accoucher dans la voiture. C'était pas... Oui, c'est bien pire qu'à la maison, c'est sûr. C'est vraiment pas des conditions satisfaisantes. J'ai des copines qui ont accouché en voiture qui en sont ravies, mais non, j'ai pas eu envie, surtout pour des jumelles et surtout au mois de février. C'était non. En juillet-août, je pense que c'est moins gênant. Tu dirais qu'accoucher à la maison, c'est une recherche de quoi? D'autonomie, de liberté, de simplicité, Tout ça à la fois. Tout ça à la fois, et puis c'est vraiment accoucher, pas se faire accoucher. Les 3 premiers, j'ai pas eu l'impression de donner naissance à mes enfants. Depuis, je vois la différence. Et depuis d'ailleurs, je me sens à l'aise avec mes enfants. Vous ne m'avez pas connue effectivement avec les 3 premiers, où j'étais toujours sur le qui-vive, toujours à avoir peur de tout. Là maintenant, ça va. Ça t'a donné une confiance, une force?
Bon, je n'ai jamais eu tellement confiance en moi, sauf dans ces moments-là. Et malheureusement, je crois qu'il va falloir que je sois raisonnable et que je m'arrête là. Mais c'est un joli bouquet final, comme dit mon mari. Oui, c'est moi qui pensais, ça. Difficile d'aller plus loin. On peut faire les triplés. Non, les triplés, ce sera dur à la maison. Et je ne veux pas retourner à l'hôpital. Ta famille, elle a accompagné ça comment, je veux dire? Est-ce que tu as eu du stress de la famille à gérer Pour les jumelles, largement, oui. Et ils m'ont tous fait promettre que je n'étais pas dans l'optique de rester à la maison. Et effectivement, pendant 5 mois, j'ai essayé de me convaincre qu'il fallait que j'aille sur le plateau technique. C'est le jour J, j'ai oublié. Et en même temps, tu as senti que ton père t'autorisait Mon père m'autorisait à accoucher, pas spécialement à la maison. Ouais. Mon mari m'autorisait à rester à la maison, oui. Parce qu'il aurait pu, quand je lui ai dit à 2h, enfin à 4h, il aurait pu m'emmener. Mais j'avais aucune contraction, alors ça m'embêtait un peu. Ou alors il aurait fallu qu'on y aille avec Alice pour déclencher Elles se sur sont place. bien débrouillées pour être à la maison, en fait. Voilà. On va dire ça. Françoise m'avait même proposé de venir vivre chez elle pour attendre la naissance. Sauf qu'elle m'a proposé ça le 8 février et que les enfants étaient en vacances que le 20. Donc je lui avais dit, bah écoute, oui, si c'est pas avant le 20, pourquoi pas. On mettra les enfants à droite, à gauche chez des grands-parents, puis on viendra vivre chez toi avec la dernière, en attendant les jumelles. Et bah, elles n'ont pas eu envie. Est-ce que tu t'es posé la question de la présence pendant vraiment la naissance du bébé, des aînés, ou ça s'est fait naturellement? Ça faisait plusieurs fois que je voulais, entre guillemets, qu'ils soient présents s'ils en avaient envie. Pour la numéro 6, donc, enfin le numéro 5 donc, que j'ai accouché, c'était tellement dur que quand ils sont revenus de l'école, mes parents les ont fait jouer au foot dans le jardin. Ils sont remontés, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes après la naissance du petit, le temps qu'ils rosissent. Voilà. Je voulais pas non plus les choquer ou leur faire peur. Pour la numéro 6, c'est très amusant parce que ma fille aînée, qui à l'époque avait bientôt 9 ans, a, chose exceptionnelle, fait pipi au lit cette nuit-là. Et nous a rejoints dans notre lit cette nuit-là. Ce qui fait que ça a été la première à se rendre compte qu'il se passait quelque chose. Et puis bah, comme ça avait commencé à 6h, 6h30 du matin, oui 6h, je lui ai dit, bah écoute, vous avez le temps d'aller à la fête de l'école, ce bébé il arrivera en même temps que vous au retour vers midi. Sauf que le bébé en question bah, était un peu pressé. Donc ils n'étaient pas là Donc en fait ils auraient pu être encore là. Mais comme je montais un petit peu en intensité vocale, mes parents les avaient accompagnés au bus avec 5 minutes d'avance pour aller à l'école. Sinon, on aurait très bien pu effectivement attendre tranquillement qu'elles naissent et les accompagner à l'école 1 heure après. Ah oui, mes enfants étaient très déçus en revenant à midi parce qu'ils avaient appris qu'Alice était née à 8h du matin et que j'étais même pas venue à la fête de l'école à 9h30. Que quand même j'aurais pu faire un effort. Ils sont mignons. Oui. J'aurais dit que oui, j'aurais pu, mais j'avais pas très envie. Et là pour les jumelles, oui, c'est parti tellement vite que j'ai à la fois oublié de partir, à la fois je crois que je rêvais effectivement de pouvoir quand même rester à la maison. Et puis tout le suivi de grossesse a été stressant avec que des gens qui avaient peur. Certains le cachaient mieux que d'autres. Mais pratiquement tout le monde avait peur d'une naissance donc gémellaire, monocoriale, et chez une grande multipare, quel joli terme. Je dirais que le jour J, j'ai pas eu peur, je suis restée, c'était une évidence. C'était pas calculé, c'était pas pour démontrer quoi que ce soit, il n'y avait aucune raison de partir. Je ne saurais pas comment l'expliquer maintenant. D'ailleurs, maintenant, quand j'y pense, je me demande si j'ai bien fait. Pas si c'était vraiment raisonnable. Je me demande. Pour des jumeaux, c'est pas forcément vraiment raisonnable. Mais elles avaient été tellement vues sous toutes les coutures tous les 15 jours. Moi, j'avais fait attention de ne pas trop prendre de poids et de rester en forme. Je suis allée à la piscine jusqu'au vendredi précédent, donc 5 jours avant. J'avais un peu de mal à finir mon kilomètre sur la fin. Mais je faisais attention d'être encore
en bon état physique. Et ça s'est extrêmement bien passé, naturellement, sans aucune question. Donc mon fils aîné les a vus naître, celles-là. Les autres, non. Personne n'avait... Enfin, il a vu. Comme disait mon mari, tu m'as dit, oh, voilà une, hop, tour de magie, on en a vu une sortir de l'eau, on n'a rien vu. Hein. Et pour le deuxième, pareil, il a pris des photos, mon fils, mais on ne voit strictement rien. Tu étais dans quelle posture alors? À genoux entre à genoux et accroupi. La bassine, elle est avec un fond gonflable aussi, donc mes souvenirs sont plus très très... Je pense que j'étais plus accroupie qu'à genoux. Pour Alice, j'étais à genoux. Mais là, il fallait que je l'attrape moi-même, donc forcément, je devais être plus accroupie. Et mon mari, à qui j'avais donné la première, donc Camille, pour qu'il la tienne pendant que je sortais Madeleine, parce que les cordons étaient très très courts. Une fois, avec les filles dans les bras, j'arrivais à peine à les remonter jusqu'au sein, ça tirait tout de suite sur les cordons. C'était très court. L'avantage, c'est qu'elles n'ont pas pu s'en mêler dedans. L'inconvénient, c'est que il a fallu un peu d'aide. À partir du moment où j'en avais sorti une de l'eau, il fallait lui garder la tête hors de l'eau, hein, le temps que je sorte la deuxième. Ton mari t'a toujours soutenu alors dans ce choix? Donc pour les 3 premiers, on ne savait pas. Pour le 4e, il n'était pas prêt. Et depuis, oui. Maintenant, éventuellement, quand une voisine ou n'importe nous demande quelle est la meilleure maternité du coin, il répond le nom du petit village. Il y a eu d'ailleurs déjà 2 naissances à domicile qui ne sont pas de chez nous, donc en 5 ans. Une amie qui est venue accoucher chez moi, parce qu'elle ne trouvait pas de sage-femme chez elle. Et une voisine, là, il y a moins d'1 mois. Qui a accouché avant la sage-femme aussi, d'ailleurs. Pourtant, elle habite à 10 minutes, la sage-femme. J'allais dire, c'est l'avantage d'être en campagne. Mais... Non, on a une sage-femme libérale qui accompagne à domicile, qui est dans la ville juste à côté, à 10 minutes. Mais c'est difficile de changer de sage-femme. Une fois qu'on a trouvé une qui nous correspond. Oui, alors justement, qu'est-ce qui te paraît important en fait pour qu'un accouchement à domicile se passe bien, selon toi? La confiance réciproque. Que la sage-femme puisse avoir confiance en la mère et que la mère puisse avoir confiance en la sage-femme. Et puis le père aussi d'ailleurs. Il faut que le père soit d'accord, il faut qu'il suive, je dirais même, il faut qu'il encourage, il a un rôle à jouer. Donc c'est une triade. Donc que tout se présente bien, effectivement. J'avoue que d'office, pas de jumeaux, pas de siège à domicile, je le comprends assez mal. Parce qu'il y a des mamans que ça panique un siège. Bon, éventuellement, oui, il vaut mieux aller à l'hôpital, surtout si on panique, c'est clair. Mais moi, personnellement, c'est pas un siège qui m'aurait fait peur. Je pense pas. À moins qu'on m'annonce un siège de 6 kilos, bien sûr. Mais il y a des limites trop strictes. Mais bon, c'est évident, avec les problèmes d'assurance, ils peuvent pas élargir. Ça dépend un peu des sages-femmes. Ça dépend des sages-femmes, il y en a quelques-unes qui, oui, je sais. Joël me suivait un petit peu de loin sur Internet aussi. Mais comme elle partait en voyage une semaine proche de mon terme, puisque d'ailleurs j'ai accouché 3 jours avant qu'elle parte, c'était une des pistes aussi, c'était après son retour de voyage, que je descende chez une autre amie à côté de Nantes, pour qu'elle puisse, elle, m'accompagner. Et je sais que Françoise et Joël ont échangé aussi au cours de cette grossesse. J'ai pris des petits maillots un peu partout. Toi-même, tu es née à la maison ou tu es née à l'hôpital? Ma mère a eu 5 enfants pendant ses études de médecine. Autrement dit, elle a à chaque fois dû retourner à l'internat maximum 6 semaines après l'accouchement. Et en tant qu'étudiante médecine, elle a toujours fait une confiance aveugle dans le personnel médical. Et pour moi d'ailleurs, elle a subi une césarienne, elle n'a jamais su pourquoi. Peut-être uniquement parce que la jeune sage-femme a réalisé tout à coup, au bout de 6 heures de travail, que c'était un numéro 4. Et que pour elle, ça aurait dû aller plus vite. Donc ils ont paniqué et césarisé. Le dernier est arrivé par voie basse quand même. Et ma mère remet beaucoup de choses en question depuis tout ça. Elle t'a suivi, elle
Elle était là pour toutes les naissances, mais pas là dans la pièce, ça l'aurait gênée. On en a discuté un peu après, mais elle était dans la maison ou dans le jardin, enfin avec les autres. Et depuis même, elle m'a déjà accompagnée 2 fois aux journées des doulas, par exemple. J'allais te demander justement les doulas, est-ce que tu as déjà... Alors, j'aime beaucoup le principe, mais d'abord, j'ai pas le temps pour l'instant, puisque mon mari est en congé parental et que c'est moi qui travaille. Et ensuite, pour l'instant, c'est quelque chose, je peux pas me faire payer pour accompagner une maman. Moi, je suis payée... Ah oui, non, ma question c'était, est-ce que toi, tu avais envie de recourir non, mais j'ai pas eu besoin. Ma sage-femme est déjà une doula en elle-même. Donc, j'ai pas du tout eu besoin. Et moi, en tant que doula, entre guillemets, il m'est arrivé de faire des choses, mais de manière sporadique. Et par exemple, j'ai été voir une maman à J+3 quand elle est rentrée de la maternité, qui était persuadée qu'elle n'arriverait pas à allaiter. Elle a allaité 21 mois, je crois. Et ben, je suis payée. Ça me suffit. Et quand Doula de France a commencé à trop cadrer, ça m'allait plus. Donc je les ai un peu lâchés. Je dis pas que j'y reviendrai pas plus tard, hein, à moins de trouver un mécène qui fasse vivre ma famille 5 ans et puis j'irai faire mes études de médecine à l'étranger, pas en France, hein, parce que de médecine de sage-femme, parce que les études de sage-femme en France, c'est plus des études de sage-femme. Donc j'irai les faire. Dans quel pays? En Belgique, en Hollande, je ne sais pas. Dans un endroit où la naissance physiologique est plus... Voilà, où on sait encore ce que c'est que d'accoucher physiologiquement. C'est une fois où j'accompagnais une amie pour une visite post-terme, j'avais demandé à la sage-femme, la jeune sage-femme, la vieille était derrière, j'ai demandé à la jeune étudiante si elle savait ce que c'était qu'un accouchement physiologique, et la sage-femme derrière, si vous parlez d'accoucher sur la paille, non, on ne connaît pas ici. Bon, j'ai failli prendre ma copine par la main et l'embarquer, mais... Et ça s'est très mal terminé d'ailleurs, mais bon. Ça a été une réponse qui a très clairement dit où est-ce qu'elles en étaient, quoi. L'accouchement physiologique, c'est dans la paille entre le bœuf et l'âne. C'est vrai que pour ça, il faut aller voir le petit PDF de Sophie Gamelin sur l'accouchement à domicile avant-après. Ça remet les choses au clair. Est-ce que tu as observé au niveau des suites de couches, de suite vraiment les heures et les jours qui suivent, une différence entre tes enfants qui sont du côté des enfants? Oui, du côté des enfants, ça fait vraiment des bébés très très calmes. Quand elles pleurent, c'est qu'il y a vraiment un problème, et dès les premiers jours. Même Alice, ça a été la plus flagrante, elle ne s'est mise à pleurer en gros que quand je suis partie retravailler, donc à 2 mois et demi. Avant, pratiquement jamais, ou alors il fallait vraiment que je l'ai oubliée dans une couche sale. Flagrant. Et du côté de la mère aussi, les accouchements à l'hôpital, j'ai toujours eu des saignements de 2 ou 3 semaines d'affilée. Les accouchements à la maison, 3 jours, et puis éventuellement une alaise dans le lit, mais pour presque rien. Je suis persuadée que les problèmes d'hémorragie de la délivrance, ils sont créés par les protocoles hospitaliers, d'une part, qui sont censés les prévenir, et des mauvaises hygiènes de vie. Depuis que j'ai refait du sport et que j'essaye de m'entretenir, bon, j'ai quand même 20 kilos de trop, mais il paraît que ça se voit pas. Je saigne plus autant. L'utérus, il dépend de l'état des abdominaux autour, il dépend de l'état physique général. Un utérus en bonne santé dans une femme en bonne santé, il n'y a aucune raison qu'il fasse plus d'hémorragie de la délivrance au 7e qu'au 1er. Si tout se présente bien. Et au niveau du moral, est-ce que tu as eu des blues ou plus à l'hôpital ou, je sais pas. Alors pour le premier, oui, catastrophique, puisque j'avais pas accouché, j'avais strictement rien senti. Donc ne pas accoucher et avoir un bébé dans les bras, c'est très dur. Heureusement que c'était le premier. Et là maintenant, j'avoue que j'ai du mal à me souvenir de ce que c'est qu'un baby blues. Bon, il y a une chute d'hormones, oui. On a besoin d'un petit peu plus d'attention. Mais maintenant, j'en ai plein des câlins. Mais sinon, qu'est-ce que tu dirais du côté
côté simplicité peut-être de l'accueil à la maison du bébé. Voilà, alors à la maison au moins on va pas lui passer des sondes dans tous les trous et enquiquiner ce que j'appelle la torture d'accueil du nouveau-né à l'hôpital. On ne fait que ce qui est nécessaire. Et même Alice, qui est finalement née dans une purée de pois, on a essayé de l'aspirer avec mon mari, on n'a pas réussi. Puis bon, elle respirait très bien, on ne l'a pas aspirée du tout. L'accueil du bébé. L'accueil du bébé. Il est accueilli avec douceur dans des bras chauds, contre la poitrine de papa ou de maman, et non pas sur une table froide avec des sondes partout. D'ailleurs, mes enfants régulièrement me demandent de leur raconter tout ce qu'ils ont eu à subir les premiers jours et ils expliquent aux petites sœurs la chance qu'elles ont eue de ne pas avoir tout ça. Heureusement, maintenant, on ne les tient plus par les pieds pour leur taper sur les fesses. Je crois que c'est ça, ils ont laissé tomber. Mais tout le reste, alors que une atrésie de l'ésophage, s'il y a 3 gouttes de colostrum qui vont dans les poumons, le bébé il ne va pas en souffrir des masses. Alors bien sûr, avec un biberon, si, il va en souffrir. Donc il faut vérifier. Si on allaitait un peu plus, ce serait déjà plus facile. Pareil, perméabilité de l'anus, il suffit d'attendre le premier méconium, c'est quand même généralement assez rapide. Mais ça se fait d'office. Aspirer un bébé qui va bien, qui respire bien, c'est quoi l'intérêt? À part lui faire mal. Dans les cas que tu nous as racontés, tu avais un aîné qui est venu téter pendant le début du travail, tu penses que ça a accéléré, que ça a mis en route les contractions? Oui. On a donc fait ça 2 fois, donc pour le premier accouchement à domicile, où Raphaël a tété 3 quarts d'heure pour lancer, et j'avais perdu les os depuis 12 heures. Et pour les jumelles, où j'avais perdu les os depuis 3h30, et pareil, il n'y avait rien, et puis j'ai joué le tout pour le tout. Oui, donc tu l'as fait en conscience, volontairement, en espérant. Oui, je voulais qu'elle lance le travail. Et ça a marché très bien. Et ça, c'est le genre de choses que tu avais appris où, par exemple? Entre autres parce que mes deux grandes filles, donc les numéros 2 et 3, ont 13 mois d'écart. Et quand j'ai annoncé à ma gynécologue que la petite avait 5-6 mois et que j'étais enceinte, elle m'a immédiatement fait très peur en m'expliquant que si je ne sevrais pas tout de suite la plus grande, j'allais perdre la suivante. C'est encore une idée reçue toute faite et très 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 bête. Depuis, je suis en relation avec la Leche League et non, on peut très bien allaiter, être enceinte. On peut même être enceinte de jumelles et allaiter la bambine d'avant. Ça marche très bien et c'est très efficace. Et en postpartum, pour l'allaitement, c'est génial. En cas d'engorgement, ce qui m'est arrivé il y a 48 heures, c'est la grande qui a aidé à débloquer tout ça pour que les petites puissent téter. Sinon, elles en auraient été incapables. Il y avait beaucoup trop de pression. Qu'est-ce que tu retires globalement de ces expériences? Qu'est-ce que tu crois que ça a changé en toi? Ça a changé beaucoup de choses aussi dans le couple. Pareil, maintenant, on a appris à plus se faire confiance l'un l'autre, à moins écouter l'extérieur, à vivre comme on le sent en nous. En moi, je vous l'ai déjà dit, oui, moi, j'ai jamais été très... Je m'aime pas. Des choses qui arrivent, je pense. Je m'aime pas, mais je sais que je suis capable de faire des choses maintenant. Alors que j'en étais même pas sûre avant. Est-ce qu'il y a une notion de défi à un moment, un défi lancé à toi-même? Pour le premier accouchement à la maison, oui. Oui, il y avait un peu de défi. Un peu parce que j'avais déjà accouché sans péridurale, donc une fois en déclenchement, donc je savais à quoi m'attendre. Mais il y avait un léger défi. Et le faire seul à la fin, c'était un peu le défi final. Et non, c'est parce que je me sens beaucoup plus à l'aise seule qu'accompagnée. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent beaucoup plus à l'aise accompagnées. Il y en a d'ailleurs une majorité qui se sent plus à l'aise avec tout l'hôpital autour. Bon. Personnellement, je me rends compte au fur et à mesure des naissances que finalement, moins j'ai de monde autour de moi et mieux ça se passe.
puisque pour l'avant-dernière, là, pour Alice, on était juste mon mari et moi. Et pour les jumelles, j'étais quasi seule. Il est arrivé les 20 dernières minutes. Donc il faudrait effectivement que chaque femme puisse plus sentir au fond d'elle-même quelles sont ses conditions à elle pour être à l'aise. C'est pas forcément au fin fond de la forêt. C'est pas forcément en maternité niveau 3 non plus. Donc, bon, j'ai pu comprendre que tu n'envisages pas d'avoir un autre enfant, mais si jamais... Si jamais il y en avait un autre, bon, bah, ce sera le même scénario. Françoise sera au courant, et puis je l'appellerai ou pas le jour J. De toute façon, tu n'irais pas à l'hôpital, donc sauf urgence. Sauf un placenta recouvrant ou un bébé qui reste en transverse même en début de travail. Mais sinon, non. Ou un bébé qui arrive avant terme, oui. Ça. Vraiment avant terme. Enfin. Oui. Oui, bah oui, avant les 37 semaines. Là, j'avoue que les jumelles, comme on m'a toujours dit que les jumeaux étaient plus près plus tôt, je m'étais même donné à moi-même un terme à 36 semaines. Mais Françoise m'avait quand même laissé le terme à 37, pour l'autorisation, entre guillemets. Donc entre 36 et 37, je nageais un petit peu, parce que moi, je savais que je voulais pas aller à l'hôpital, d'autant que le gynécologue avait été assez désagréable. Je suis un petit peu rentrée dedans aussi, il faut dire, après. Non, très sympathique. Vous savez, s'il y en a une qui reste en siège, je césarise, hein, c'est mon protocole. Donc, je l'ai regardé, je lui ai fait, vous savez, s'il y en a une qui reste en siège, je reste sur le parking, c'est mon protocole. Bon, la fois suivante, il m'a moins enquiquiné. Et puis, elles sont prématurées jusqu'à 37 semaines, mais à 38, on déclenche. Je dis, mais la Haute Autorité de Santé, elle dit que pour des jumeaux, éventuellement, le rapport bénéfice-risque passe du côté du déclenchement à 40 semaines, pas à 38. Ah oui, non, mais moi, c'est 38. Bon, bah, de toute façon, j'accoucherai pas chez vous, donc ça ira bien. Tu étais quand même inscrite donc, dans un hôpital Bah oui, puis j'ai fait tout le suivi, toutes les échos, tous les 15 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter, un conseil à d'autres femmes ou... Ça, c'est difficile. Je dirais qu'il faut déjà effectivement regagner sa confiance en soi, mais quand on entend toute sa grossesse, un gynécologue vous dire « Vous inquiétez pas ma petite dame, je m'occupe de tout, il y a la péridurale, il y a machin, il y a machi », comment on peut faire pour avoir confiance en soi? Donc il faudrait peut-être déjà, d'office, aller voir une sage-femme, dont c'est le métier, le suivi de grossesse. Et en cas de problème, en cas de pathologie avérée, on ira voir les gynécologues. Et comme ça, les gynécologues, ils auront vraiment le temps de s'occuper des grossesses pathologiques, ou des infertilités, ou des gens qui ont vraiment besoin d'eux. Et en France, les femmes, elles vont voir le gynécologue en premier. Si tu avais une seule revendication pour améliorer un peu les conditions de la naissance en France, ce serait laquelle? Améliorer les conditions de travail des sages-femmes. Donc leur trouver une assurance pour l'accouchement à domicile et ouvrir des vraies maisons de naissance et pas juste des pôles physiologiques qui sont déjà très bien mais qui essayent d'éradiquer l'accouchement à domicile, c'est très clair. Pourquoi est-ce qu'en France, l'accouchement à domicile serait si dangereux que ça ?